Bonjour mes chers étudiants, on se retrouve sur le chapitre 4. C'est le chapitre lié au modèle macroéconomique à l'approche keynésienne. Alors, en effet, cette approche est liée à John Maynard Keynes, l'économiste anglais, qui a été influencé par le chômage qui sévissait à l'époque en Grande-Bretagne. Et par voie de conséquence, il a essayé d'analyser la situation économique. Il a démontré, contrairement au classique et au néoclassique, que le système capitaliste peut connaître une crise. Et cela est expliqué par plusieurs raisons. D'abord, cet économiste est connu par plusieurs ouvrages, dont le plus célèbre est intitulé La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, qui a été publié en 1936. Il se considère toujours comme un classique, comme un libéral, dans la mesure où il a maintenu les mêmes principes que les classiques, à savoir le principe de l'équilibre. Seulement l'équilibre qui existe selon Keynes, c'est un équilibre de sous-emploi des facteurs de production et non pas de plein emploi des facteurs de production. Cela veut dire, quand vous avez un équilibre sur un marché réel, sur un marché de production, de création donc de biens et services, c'est un marché qui exprime le croisement entre l'offre et la demande des biens et services. Mais à côté, je ne peux parler d'un équilibre total que lorsqu'il y a une égalité entre l'offre et la demande sur les autres marchés. Autrement, le marché d'emploi et le marché des capitaux, le marché monétaire. Alors, à l'époque des années 30, il y avait une crise de surproduction qui montre que l'offre est supérieure à la demande, l'offre dépasse la demande. Mais en parallèle sur le marché d'emploi, il y avait un chômage, il y avait une crise de sous-emploi. Donc c'est l'idée sous-jacente de cette analyse qui est l'analyse keynésienne. D'un autre côté, selon Keynes, le chômage aussi existe. Mais le chômage, il est involontaire selon Keynes, contrairement au classique et au néoclassique qui le trouvent volontaire, car il existe chez les riches et les fainéants. Mais selon Keynes, il est involontaire, car les travailleurs cherchent du travail mais ils ne le trouvent pas, et même sous-rémunérés. C'est la situation actuelle dans les pays développés, même dans les pays sous-développés, et c'est le cas même au Maroc. Quand vous trouvez des diplômés, des ressortissants des grandes écoles et des grandes universités, mais malheureusement, ils ne trouvent pas du travail. Donc le chômage ici, c'est un chômage imposé, c'est un chômage involontaire. Alors aussi, il y a cette notion de production. On sait que selon les classiques, la production, c'est une fonction du travail et du capital. C'est ce qu'on a expliqué dans le chapitre précédent, dans le chapitre 3. Donc, cette production qui est une fonction des facteurs de production. C'est une fonction de l'emploi, hein, c'est une fonction du travail. Mais selon Keynes, c'est la production qui détermine le niveau de l'emploi et non pas le contraire, alors que la production dépend des anticipations des entrepreneurs au sujet de la demande effective. D'un autre côté, l'offre ne crée pas sa propre demande, contrairement à l'affirmation des classiques. Autrement, on ne peut pas trouver une égalité selon Keynes entre l'offre et la demande, mais on ne peut parler que d'une identité. Car cette monnaie, ce revenu, n'est pas toujours neutre et on peut avoir une partie de la monnaie qui est thésaurisée, ce qui va fausser l'équilibre entre l'offre et la demande. Quelle est la place de l'analyse keynésienne? L'analyse keynésienne a une grande portée internationale parce que c'est une analyse qui a influencé théoriquement beaucoup de travaux et aussi elle a fait l'objet d'applications dans le cadre des politiques économiques et notamment aux États-Unis. Alors on trouve la politique, la nouvelle politique aux États-Unis, la politique budgétaire, la politique monétaire. On trouve une influence même dans le cadre de cette politique d'emploi qui a été appliquée aux États-Unis en 1964. En 1946, en 1964, la politique d'impôt. Et malheureusement, à partir de 1970, un nouveau phénomène va surgir sur la scène économique, c'est celui de la stagflation.
Autrement, la stagnation économique, il n'y a pas de croissance d'une année sur l'autre, est associée à ce phénomène d'inflation, ce qui va pousser encore le mécanisme, disons, ce raisonnement classique, ce raisonnement keynésien à travers lequel il y a toujours cette nécessité d'intervention par le biais de la demande effective. Donc cette action ne peut pas donner des effets escomptés et donc par la suite cette analyse présente plus de poids dans le cadre d'une économie fermée, une économie qui n'est pas ouverte sur l'extérieur, qui ne connaît pas de problème, hein, par exemple lié à l'ouverture toujours, comme l'endettement, comme l'acquisition des matières premières, etc. Quelles sont les caractéristiques de l'analyse keynésienne? C'est une analyse macroéconomique et par voie de conséquence, elle fait appel à des agrégats globaux tels que la notion de la consommation nationale et aboutit à une conception d'équilibre qui est une conception d'équilibre global. Aussi, c'est une analyse à court terme, contrairement à l'analyse des classiques et des néoclassiques, qui est une analyse à long terme. Selon Keynes, dans le long terme, nous serons tous morts. Et donc, par la suite, il présente différents postulats, différentes hypothèses. D'abord, il y a une stabilité de la capacité productive des entreprises qui opèrent dans le même secteur d'activité. Deux, il y a une fixité des techniques de production et une stabilité des goûts des consommateurs et même une fixité du niveau démographique de la population, donc il n'y a pas de croissance démographique. Encore, c'est une analyse qui est basée sur la dynamique de la demande, et quelle demande? C'est la demande effective. Devant le déséquilibre entre l'offre et la demande, et l'excès de l'offre par rapport à la demande, il était nécessaire d'agir par le biais de l'État. L'État qui doit intervenir pour assurer ce retour à l'équilibre, cette égalité entre l'offre et la demande, par l'injection de nouvelles dépenses liées à la consommation et à l'investissement, et on parle de la demande effective. Mais cela doit se faire selon ce schéma, parce qu'on sait que la production, l'offre, donne lieu à un revenu, parce que toute production sera convertie en revenu pour rémunérer les agents qui ont participé à la production. Et ce revenu est dans un premier temps consommé et épargné. Et puis dans un deuxième temps, pour parler d'un équilibre, il est consommé et investi. Bien. Donc cela veut dire quand votre épargne se transforme en investissement, on est dans l'équilibre. Ce qui va agir sur le niveau de l'emploi, sur la fonction de l'emploi, ce qui va agir par la suite sur le chômage involontaire et aussi sur le niveau de la population active totale et par voie de conséquence sur cette fonction de production à nouveau et sur le revenu et sur la demande effective et ainsi de suite. Voilà, donc on a terminé le chapitre et je vous invite à consulter toujours le site d'Atramonta pour voir ces différents chapitres dans le cadre de ce site de Madame Regragui Fatiha. Donc il y a les généralités sur la science économique, c'est notre chapitre 1. Spot sur l'histoire de la pensée économique, c'est le chapitre 2. Le modèle fondamental de l'offre, de la demande, de l'équilibre d'élasticité, c'est le chapitre 3. Et pour terminer par le chapitre 4 sur l'approche macroéconomique. Donc bonne continuité et on se retrouvera Inch'Allah.